Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Merci d'être présent à cette conférence sur les filières REP et l'emballage professionnel. Donc, je me présente, Domiti de Rennes, je suis responsable du développement commercial chez Citeo Pro. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis accompagnée de Annabelle de chez Epalia. Bonjour Annabelle. Et de Gauthier Grand de chez Schoeller Alibert. Nous allons aujourd'hui vous proposer une rapide présentation des enjeux filière REP côté fabricant d'emballage. Qu'est-ce que la REP ? C'est pas toujours facile à expliquer, donc l'objectif c'est un peu de vous donner quelques enjeux clés. C'est quoi la REP filière emballage? De quoi on parle? Parce qu'on connaît bien l'emballage ménager, ça fait déjà 30 ans que c'est déjà bien implanté, pas forcément la partie professionnelle. Qu'est-ce qu'un emballage professionnel? Une question, avant de se lancer, de se dire combien ça va me coûter, est-ce que je suis concerné? Qui porte la responsabilité? On parle souvent du producteur metteur en marché. Donc ce producteur, comment venir le définir? Les textes ne sont pas encore suffisamment clairs, mais on va tenter en tout cas de vous en donner une définition ce midi. Rapidement, quelles sont les actions qu'on va mener côté Citeo Pro et surtout ce témoignage de Epalia et Schoeller sur la partie fabricant. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce qu'à tout hasard, c'est déjà un modèle? Donc vraiment à échanger ensemble. Donc les origines de la REP. REP, souvent on se dit, mais qu'est-ce que c'est REP? Responsabilité élargie du producteur. Eh bien, ce n'est pas une loi. C'est une notion qui est apparue dans les années 70, issue souvent des pays scandinaves, et qui dit que celui qui fabrique un produit ou son emballage doit assumer sa fabrication, mais surtout sa fin de vie, et doit en assumer les coûts. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment cette notion, responsabilité élargie du producteur. Et celui qui doit l'assumer, c'est le fameux producteur, ce terme-là qui est souvent repris dans les définitions des textes réglementaires. Concrètement, ça veut dire quoi et comment ça s'applique? Donc, vous êtes une entreprise. Vous allez transférer votre responsabilité à un éco-organisme contre une contribution. Cet éco-organisme, il est à but non lucratif. Et en contrepartie, l'éco-organisme, lui, il va vous soutenir financièrement sur la partie du recyclage et il va aussi vous accompagner dans des démarches d'éco-conception et de réemploi. C'est ce qu'on appelle le 3R. Recyclage, réduction, réemploi. Tout ça englobé dans une stratégie de prévention qui commence à avoir de plus en plus d'importance, que les entreprises aujourd'hui doivent justement travailler sur leur stratégie emballage. Et c'est le rôle de l'éco-organisme d'accompagner les entreprises dans ces démarches. Le tout est encadré par un agrément d'État. Nous ne pouvons pas exister sans eux. Ces agréments ont une durée de 5 à 6 ans. On doit rendre des comptes au bout de 5 à 6 ans et redéposer un dossier d'agrément pour partir sur des nouveaux objectifs. Ce n'est pas nouveau. La REP a 30 ans. La REP a commencé dans les années 92 avec l'emballage ménager. On en a 25 aujourd'hui en France. 10 sont obligatoires, 10 sont européennes. La REP emballage professionnel est une REP européenne et elle vient vraiment en finalité d'un certain nombre de REP qui existent déjà. Et ce n'est pas Citeo qui va le prendre en charge, c'est Citeo Pro qui est du coup fait partie de notre groupe, parce que beaucoup d'entre vous doivent connaître certainement Citeo pour la partie emballage ménager et papier graphique. Vous avez tous un bac jaune chez vous, vous triez vos emballages, vous triez vos papiers graphiques. Eh bien, on a créé du coup une filiale dédiée à l'emballage professionnel qui justement est déjà agréée sur la partie pro pour les emballages de la restauration et qui va du coup demander l'agrément sur la partie complète des emballages professionnels qu'on espère obtenir prochainement. Petit rappel du contexte, donc on se le disait, emballage ménager, emballage professionnel, certes, ça reste des emballages, mais au niveau réglementaire, en fait, il va y avoir des grandes distinctions entre les deux. Côté emballage ménager, on va être sur un gisement d'à peu près 5 à 6 millions de tonnes. C'est tout ce qui termine chez un ménage, chez un particulier. Généralement, vous avez cette infoterie qui permet d'identifier ce que c'est qu'un emballage ménager. Côté professionnel, un gisement beaucoup plus important. 7 millions à usage unique, déjà quasiment 10 millions, 11 millions sur la partie réemploi. Et on va vraiment s'adresser à des restaurateurs, des industriels, des commerces et négoces et toute la partie tertiaire. Donc vraiment des emballages
plus spécifique sur la partie pro. Alors, beaucoup d'entreprises nous demandent, mais pourquoi est-ce que je dois agréer un éco-organisme? Parce que je fais déjà des choses, je fais déjà du recyclage. C'est vrai. Vous n'avez pas attendu l'agrément, vous n'avez pas attendu que l'État vous dise d'aller faire du recyclage. Mais la seule différence, c'est que maintenant, ça va être encadré. La loi, en fait, l'État dit, dans le cas en fait, des emballages professionnels, on va fixer des objectifs. Et ces objectifs vont être de deux ordres. Un, sur la partie recyclage. Donc, il y aura des objectifs à atteindre sur la partie recyclage par matériaux et des objectifs de réemploi. Ces objectifs de réemploi, parfois, c'est nouveau pour certaines entreprises, pour d'autres pas. Et l'enjeu, vraiment, c'est un enjeu par matériaux sur la partie recyclage. Carton et bois, on est déjà à l'objectif. Sur la partie plastique, il y a encore de la marge. On a 55% à atteindre d'ici 2030. Et sur la partie métaux, ce n'est pas une question de recyclabilité, c'est une question plutôt de remontée de données. Et sur la partie réemploi, on va voir cette distinction entre typologie d'emballage et avec des objectifs assez ambitieux pour 2030, 40%, 70%. Voilà, donc il va falloir s'y mettre. Process d'agrément. On avait l'habitude de présenter un rétro-planning. J'ai décidé qu'on arrêtait de présenter ce rétro-planning parce qu'en fait, en réalité, on a du mal à avoir de la visibilité sur les textes. Et juste pour rappeler, c'est que l'existence des éco-organismes est conditionnée à un certain nombre de textes. Un décret d'application, un cahier des charges et un projet d'arrêté périmètre. Tous ces textes, sous forme de projet, ont déjà été publiés. Et en fait, on est en attente des textes définitifs. Une petite copie, ce n'est pas projet, mais c'est bien le décret portant sur l'emballage professionnel était publié lundi. Je ne serais pas en capacité de vous répondre si vous aviez des questions sur ce décret, puisque c'est trop nouveau et on essaie toujours en termes d'analyse chez nous. Mais surtout, on attend notre fameux cahier des charges sur lequel on va pouvoir candidater et ce fameux arrêté périmètre qui viendra vraiment déterminer ce que c'est que l'emballage professionnel. On estime aujourd'hui que nous serons agréés début 2026 et non plus le 1er janvier 2026. Voilà. Donc la balle est dans le camp des pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'un emballage professionnel? Bonne question. Alors l'emballage professionnel, certainement, beaucoup d'entre vous ont déjà peut-être entendu parler d'emballage primaire, secondaire et tertiaire. En fait, on ne va plus parler de ces typologies d'emballage. On va plutôt parler d'emballage de transport, de regroupement et de vente. Ces emballages professionnels, ils vont être de toute taille, toute forme, sur tous les matériaux. Et pour aller identifier ce que c'est qu'un emballage professionnel, l'État propose en fait une lecture avec ce fameux arrêté périmètre qui vient d'un côté définir selon 5 définitions ce que c'est qu'un emballage professionnel. À défaut, si on ne le retrouve pas, c'est un emballage ménager. Mais surtout, quand on ne sait pas, édicter 2 règles, à savoir, c'est la nature du produit emballé qui viendra déterminer si c'est pro ou si c'est ménager. Mais et si on ne le sait toujours pas, ce sera plutôt des seuils de poids, volume, quantité ou puissance qui viendront déterminer si j'appartiens à la filière ménagère ou professionnelle. C'est toujours des projets. On y voit quand même un petit peu plus clair. Sur la partie professionnelle, on voit notamment cette première liste, emballage spécifique, et on vient décliner sur de l'emballage de transport, de l'emballage de regroupement et de l'emballage de vente. Qui est responsable ? Maintenant que je sais si j'ai de l'emballage professionnel ou pas, est-ce que j'en suis responsable? C'est là que ça se complique. Nous n'avons pas forcément encore toutes les réponses à ces questions-là. Néanmoins, on sait qu'on va venir distinguer d'un côté ce qui est de l'emballage de transport et de l'autre côté ce qui va être de l'ordre de l'emballage de vente et de regroupement. Si vous avez des emballages de transport type palette, si je suis le fabricant de la palette, l'importateur de la palette ou le distributeur de la palette, je serai responsable en fait de cet emballage. S'il est marqué commercialement, cet emballage, ça sera celui qui aura apposé sa marque qui en sera responsable. Si l'emballage est neutre, c'est le fabricant d'emballage de la palette qui devra déclarer. De l'autre côté, les emballages de vente et de regroupement, si je suis le fabricant du produit emballé, l'importateur du produit emballé ou encore le distributeur du produit emballé, eh bien là, voilà, c'est vous qui serez responsable de cet emballage. Rien de nouveau, c'est quelque chose qui est assez similaire à ce qui existe aujourd'hui déjà sur l'emballage ménager.
On est néanmoins en attente en fait, de clarification au niveau européen sur la partie fabricant. Ce n'est pas toujours une évidence de se définir ce que c'est que le fabricant. C'est nouveau, ça vient un peu bousculer nos codes dans l'emballage. Et donc du coup, on espère en tout cas avoir de la visibilité par le biais de FAQ que normalement la Commission européenne devait publier déjà cet été. Donc on est aussi en attente de ces textes. Pour vous aider, ce qu'on propose, voilà, vraiment, parce que ce n'est pas toujours une évidence et qu'en réalité, il ne faut pas attendre voilà, de commencer à travailler sur ces éléments, c'est d'aller recenser en fait, ces emballages, de savoir en fait, quelle est votre quantité d'emballage que vous avez. Est-ce que vous en êtes responsable? Et pour ce faire, on a mis à disposition en fait, un kit qui sera téléchargeable prochainement sur notre site internet et qui vous permettra, par le biais d'une checklist, d'aller identifier vos enjeux, recenser vos emballages pro, mais aussi de vous aider à les cartographier. Donc ça, c'est vraiment un travail préalable pour aller déterminer quelle est du coup la masse ou la quantité d'emballage pro que vous avez et plus tard de savoir finalement combien ça va vous coûter. Rapidement, qu'est-ce qu'on va venir travailler? Le recyclage, 3 grands leviers chez Citeo Pro. L'éco-conception, forcément, il faut que ce soit recyclable. Deuxième levier, la sensibilisation au tri. S'il est recyclable mais que je ne fais pas le bon geste, bah, finalement, j'ai fait que la moitié du chemin. Donc l'enjeu, ça reste quand même d'aller faire et de l'éco-conception et le bon geste. Et enfin, c'est de l'incitation financière. Nous ne serons pas un éco-organisme opérationnel, mais un éco-organisme financier. Et nous viendrons soutenir la performance au tri et au recyclage par le biais des opérateurs, que vous allez voir là. Donc, ce sont des soutiens qu'on versera de manière indirecte, finalement, à ces clients détenteurs. Réemploi, un enjeu important, un savoir-faire aussi, où on va du coup travailler en fonction de la maturité de vos systèmes de réemploi. Si j'ai déjà un système de réemploi, on va travailler sur du CAPEX et de l'OPEX. Si j'ai le système, mais pas forcément l'outil de traçabilité, on travaillera du coup sur ces outils de traçabilité avec vous. On parlera de standards tout à l'heure, avec Epalia et Schuller. Et si vous n'avez pas de réemploi, ce n'est pas grave. On viendra travailler avec vous pour sourcer les bons acteurs et trouver les bonnes synergies et le système qui conviendra du coup à votre activité. Je me rapproche maintenant de nos invités. On va travailler et on va parler, dans un premier temps, le bois. Parce qu'en fait, on va être sur une filière aux matériaux. Et nous trouvons ça intéressant justement de pouvoir parler de la palette bois, de ce qu'elle peut représenter. Donc c'est déjà un gisement assez important, c'est le plus important au sein de l'emballage pro. Et on peut se dire, est-ce que vous êtes déjà modèle finalement? Comment ça se passe sur le bois? Alors, Epalia, on est une entreprise qui a 40 ans d'existence dans le réemploi de la palette. Donc on est mature sur le sujet du réemploi. La palette bois, aujourd'hui, c'est 500 millions de palettes en France qui circulent et 50 millions qui sont fabriquées en neuf. Donc, quand on voit les deux chiffres, on se rend compte qu'il y a déjà du réemploi. C'est déjà une filière où il y a du passage et du réemploi. Donc, on peut dire qu'on est mature et qu'on connaît bien notre métier. Alors en fait, Epalia, vous êtes venu nous voir au début parce que c'était un peu le flou artistique. Vous étiez un petit peu perdu au niveau de la réglementation. Et c'est un peu comme ça qu'on a fait connaissance. Exactement. On a demandé déjà à notre filière, à la filière bois, la FNNB, de nous donner les éco-organismes qui existaient. Et c'est Citeo qui est ressorti comme le spécialiste, qui était déjà sur la filière ménagère et qui crée Citeo Pro pour cet aspect-là. Aujourd'hui, on a besoin de savoir, en tant qu'émetteur, comment on va se positionner, comment on va être impacté, entre autres financièrement. Et on a besoin des éco-organismes pour fonctionner et nous aider à analyser la REP et à répondre à cette REP. Une des questions qu'on se pose souvent, c'est la question du standard. Voilà, on sait que ça va être un enjeu clé finalement de cette nouvelle filière. Alors, standard sur le format, est-ce que c'est déjà des choses que vous développez, sur lesquelles vous avez des remontées clients? Comment ça se passe aujourd'hui concrètement? Alors, aujourd'hui, le standard d'une palette, c'est simple. C'est une palette qui est 80-120, 100-120. En fait, c'est des tailles qui permettent d'optimiser le transport dans un camion pour avoir le maximum de place utilisée. C'est ces formats-là qui sont les plus intéressants. Donc, ce qui est aujourd'hui le plus réemployé, ce sont les formats standards. Mais il existe aussi des formats non standards qui sont liés aux produits, à des chaînes de production. Et c'est là-dessus où ça va être plus compliqué de mettre en place du réemploi. Qui dit standard sur la forme,
standard sur la traçabilité. Est-ce que c'est quelque chose aussi, un enjeu que vous avez déjà identifié, sur lequel il y a peut-être des leviers encore à trouver? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on a une certaine traçabilité puisque nous, on sait le nombre de palettes qu'on récupère. On va aujourd'hui auprès des industriels, des distributeurs, des gestionnaires de déchets. On leur met en place des solutions pour des plateaux ou des camions pour récupérer des palettes et on trace à la palette le nombre de palettes et même à la taille de la palette. On sait exactement le nombre de palettes qu'on a récupérées, la taille et même l'état de la palette qu'on a récupérée. Donc on a cette traçabilité déjà entrante chez nous avec le nom des entreprises chez qui on a récupéré ces palettes. Après, derrière, on a une traçabilité sortante puisqu'on revend toutes ces palettes à certains formats à des industriels. En revanche, on n'a pas derrière la traçabilité de où va aller cette palette. Quand elle est fabriquée neuve, on sait à qui on va la livrer, mais on ne sait pas du tout à quelle entreprise ça va être livré et où elle va partir. Et là, évidemment, il y a des enjeux de traçabilité. Vous êtes quand même un petit peu en avance déjà. Vous avez un peu devancé la loi AGEC, ce fameux 3R. Il y a encore quelques petits leviers à actionner quand même. Bien sûr, il y a des leviers à actionner. Donc on a du digital aussi chez nous. On offre des services à nos clients pour tracer cette palette. On a des plateformes collaboratives qui leur permettent de déclarer où sont les palettes et où est-ce qu'elles vont aller. On travaille particulièrement avec avec les métiers du bâtiment, où on a des circuits fermés de palettes. Donc nos clients aujourd'hui expédient leurs produits sur palettes et permettent à leurs propres clients de déclarer où sont ces palettes pour que nous, on vienne les rechercher et qu'on aille les relivrer sur les usines. Donc en fait, on a déjà de la data, déjà sur les mises en marché. On a une visibilité sur la standardisation ou non et de la data plus ou moins précise finalement sur la partie traça. Donc comme des éléments assez clés pour la mise en place. Tout à fait. Merci Annabelle. Plastique, Gauthier. Gauthier, alors nous, c'est un petit peu différent. Nous, tu connaissais déjà un peu la REP, mais nous, en fait, on s'est rencontrés sur Reuse. Parce qu'en fait, ça fait déjà longtemps que vous travaillez sur la partie réemploi. Alors, plastique, c'est un petit peu différent. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai pas réussi à trouver le nombre d'emballages plastiques qui sont mis à l'unité. Bon, c'est peut-être un enjeu de la REP qu'il va falloir un peu éclaircir. Et puis, vous, c'est plutôt une opportunité, peut-être la REP. Comment est-ce que vous voyez ça, de votre point de vue ? En effet, merci Domitille. Bonjour à tous. Aujourd'hui, les réemplois, comme tu le disais Annabelle, ce n'est pas nouveau. On le sait tous. Le projet Reuse, il est clair qu'il faut clairement s'en instruire puisque ça fonctionne. Ça fonctionne bien, ça se développe bien. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que Reuse, peut-être pour ceux qui ne savent pas? Oui, alors Reuse, c'est, pour faire très simple, le retour à la consigne. Donc là, avec cette phase opérationnelle dans 4 régions françaises, grâce à un opérateur de service que je cite, qui est Go Réemploi, donc qui gère donc les emballages, qui les reprend, qui les lave et qui les renvoie aux industriels. Maintenant, pour en revenir à ta question, comment cette REP... Partie pro. Pardon ? Partie pro. Nous, il est clair que les opportunités, elles sont très nombreuses. Pourquoi ? Parce que on passe sur un système qui est un petit peu différent de celui qu'on a connu. Le premier, c'est qu'on est maintenant sur une image qui est celle qu'on va embarquer l'ensemble des acteurs et non pas simplement un fabricant. Le schéma opérationnel qui va arriver sur les emballages professionnels, être fabricant ne suffit plus. On a besoin d'opérateurs de logistique, on a besoin d'opérateurs de services. On a certains partenaires, dont certains sont dans la salle aujourd'hui, que je remercie, qui sont là pour nous apporter aussi leur expertise. Là où, en effet, Citeo Pro est aussi important pour nous, c'est que vous avez cette expertise, ce regard et ce recul nécessaire sur les différents marchés, mais également sur les différents matériaux. Parce qu'il faut se le dire, il y aura de la place pour tout le monde. Il faut sortir de cette image de c'est moi qui vais me mettre en pilier ou c'est moi qui vais être sur le devant de la scène. Je pense que c'est des intérêts communs, c'est des objectifs communs et c'est le moment de se mettre tous autour de la table. Et bien entendu, nous, avec plaisir, on s'y fera. Si on revient un peu sur une question de standard, donc on l'a dit, on a réussi à faire des choses sur la partie ménager. La standard sur la partie pro, emballage plastique, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est une opportunité? Ça va être facile, pas facile? On aime bien les challenges.
On aime bien les challenges. Je dirais qu'il y a des standards, ça existe déjà. Certains standards existent déjà sur certains produits, notamment sur les marchés de l'agroalimentaire. La grande question qui se pose dans la standardisation, c'est déjà, je dirais, d'avoir une ouverture d'esprit. Et c'est ça qui va déclencher un petit peu la réflexion. Il est évident que si un industriel veut développer son propre standard, il va pouvoir le faire, mais on va vite être confronté à un problème de masse qui est qu'il ne pourra pas utiliser seul ce standard. Et puis après, il faut prendre en compte aussi le schéma opérationnel. C'est qu'aujourd'hui, le réemploi, ça existe. Il y a des standards qui sont déjà sur le marché. Et lorsqu'on va arriver sur la gestion de l'emballage même, comment il va être utilisé cet emballage ? Lorsqu'on parle de lorsqu'il va être utilisé en grande surface, lorsqu'il va être utilisé chez les particuliers et autres, comment va être géré cet emballage ? Donc toute cette question de standardisation, elle arrive. Ça va être facile pour certains, ça va être plus compliqué pour d'autres. Mais c'est cette faculté vraiment d'ouvrir la réflexion, à aller vers l'avant et surtout d'aller plus loin que ce simple standard d'emballage, mais aller plus loin dans tous ces objectifs de recyclabilité et aussi de ces standards dont tu parlais tout à l'heure, qui sont ces objectifs de standards de traçabilité. Puisqu'il y a un moment, si chacun a une data qui est différente par rapport aux remontées, ça va être très compliqué à gérer, mais il faut aussi qu'il y ait une viabilité économique sur ces standards. Et enfin, il faut aussi que ça ne nécessite pas trop de, si je puis dire, de main-d'œuvre. Il faut que cette data elle vienne parce que les industriels, et tous tels qu'ils sont, ils n'ont pas trop de temps non plus pour gérer ça. Et donc on s'appuie sur l'expertise d'industriels ou encore d'autres metteurs en marché qui sont là depuis des années et qui sont aujourd'hui très pertinents dans l'analyse. Est-ce que ça veut dire du coup que vous, fabricants d'emballage, vous allez être assez moteur, ou vous êtes du coup un maillon fort finalement de cette chaîne de valeur à aller proposer du coup, mais je m'adresse aussi pour la partie bois, ces nouveaux emballages de demain qui seront du coup plus standards, plus tracés finalement aussi. C'est un peu vous la clé de la réussite finalement dans cette filière REP ? Alors, on est un maillon, je dirais, de la chaîne de la clé de cette filière REP. Puisque tout seul, en tant que fabricant, on ne pourra pas y arriver. Ça, c'est une évidence. Et on aura besoin de l'expertise de chacun. Et comme on le disait tout à l'heure, on va être un maillon pour proposer un emballage. On va être un maillon grâce à un autre partenaire qui, lui, va apporter son expertise. Et on va être en fait une équipe, si je puis dire, avec des objectifs qui sont en commun. Après, être moteur, bien entendu, il faut l'être. Il faut apporter de la motivation parce que les objectifs, ils sont là. On sait que ça fonctionne. Nous, IPL Schoeller, ça fait plus de 60 ans qu'on est sur le marché, donc on sait que ça fonctionne bien. Par contre, maintenant, il va falloir aussi embarquer, et c'est ça, je pense, le plus gros du challenge, c'est d'embarquer l'ensemble des industriels sur comment déchiffrer cette REP et comment les accompagner également. Tu veux poursuivre, Annabelle ? Oui, je dis, c'est aussi mettre en place de l'éco-conception pour l'emballage, plus réfléchir seulement en termes de produits, mais en termes de l'emballage qui peut être réutilisé. Aujourd'hui, on parle de filières métiers qui peuvent avoir leurs propres standards, qui créent leurs propres standards tous ensemble et qui s'allient pour créer des standards. Et nous, on est là pour les accompagner. Merci. Alors, on n'a pas parlé d'un point clé et crucial, même je dirais un point qui cristallise les débats lorsqu'on a des rendez-vous avec les entreprises, c'est combien ça va coûter. Comment est-ce que vous allez intégrer ça dans vos coûts ? Qu'est-ce que vous attendez finalement ? Parce qu'on parle souvent de ce montant de contribution, on est souvent assimilé à une taxe. Aujourd'hui, vous avez vu, je n'étais pas en capacité de vous présenter des montants, parce qu'en fait, en réalité, on attend notre cahier des charges qui va du coup nous dire quel est le montant de charge qu'on devra couvrir. Donc aujourd'hui, on n'a pas de montant précis à vous donner. Néanmoins, c'est un vrai point d'inquiétude des entreprises qui disent « encore une contribution à payer, j'ai pas de visibilité ». Comment on appréhende ça en tant que fabricant ? Déjà, la palette, c'est un produit qui a faible valeur ajoutée, donc on va être obligé de l'impacter à nos clients. Donc évidemment, c'est non négligeable. Après, on s'attend, comme les formats standards sont quand même réemployables, pas l'infini, mais quand même un certain nombre de fois, qui est quand même un bonus sur quand il y a la fabrication de palettes standards par rapport à du non standard qui pourrait être beaucoup moins facilement réutilisé. Un axe du coup à réfléchir. Du côté de l'emballage plastique, Gauthier ? Du côté de l'emballage plastique, on a aussi bien entendu cette réflexion et en effet l'idée d'avoir un bonus pour faciliter le standard. Je pense que c'est en effet, on vous rejoint.
Après, il faut comprendre qu'il y a aussi la partie recyclabilité qu'on oublie souvent et la durée de vie du produit qu'on ne prend pas en considération. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'industriels, il est évident que dans cette logique, on a aussi des subventions qui nous sont apportées lorsqu'on va reprendre des parts pour rebroyer, pour réduire l'empreinte carbone, etc. Donc après, je pense qu'en effet, et je le répète, ce côté financier, il est important. Quand on passe au réemploi, la première chose que les industriels nous disent, ça va coûter plus cher. C'est la première chose qu'ils nous disent, mais ils ne sont pas pour autant fermés. Et puis, je dirais, il y a quand même quelque chose que l'on voit, c'est l'acceptation aussi du consommateur final et la perception du consommateur final à voir un industriel qui utilise du réemployable. Alors pour nous, en France, on n'est pas encore les mieux perçus, mais en tout cas, à l'étranger, ça a déjà bien avancé, ils sont déjà bien en avant, et on a encore beaucoup de choses à faire sur le sujet. Alors quand on échangeait, Gauthier, tu me disais, finalement, aujourd'hui, les entreprises elles n'achètent pas qu'un simple emballage, elles achètent autre chose, elles achètent un service, de la traçabilité, du nettoyage. Enfin, c'est tout un panel de services. Est-ce qu'on va aller un peu vers cette évolution? On le voit bien au travers de la palette, finalement, c'est déjà un peu des services que vous proposez. C'est ça, finalement, l'emballage de demain? Savoir quel est l'emballage de demain, c'est difficile de répondre, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que demain, les industriels et tous, on a besoin d'être accompagnés. La complexité d'utiliser un emballage ou d'adapter un emballage lié à cette future REP, les gens ne vont pas nous dire non directement, mais il va falloir les accompagner financièrement. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est comment il va être géré cet emballage au quotidien. Et on arrête cette image de coût à l'emballage, d'acquisition, parce qu'une fois qu'on l'a acheté, on ne sait pas ce qu'il devient, comme tu disais. On ne sait pas combien de fois il va être utilisé, donc on n'a aucune visibilité de traçabilité, de fin de vie autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'emballage, on tend en effet, et on le voit, et je répète une fois de plus, pour Reuse, ça fonctionne bien, et ça fonctionne bien parce qu'il y a un opérateur de service qui est capable de bien le gérer. Et ça fonctionne bien aujourd'hui, ce type d'emballage, parce qu'il y a des opérateurs aujourd'hui, dans notamment l'agroalimentaire, qui sont là depuis des années, et ça fonctionne bien. Mais l'emballage lui-même, pour moi, en effet, ça va évoluer plutôt sur une notion de service. C'est déjà un peu le cas dans la palette, finalement. Alors nous, dans la palette, on a vraiment cette notion de service. Aujourd'hui, on répare la palette parce que la palette bois, elle a comme particularité de pouvoir se réparer. Donc on propose des prestations de réparation directement même chez nos clients. Aujourd'hui, on a des camions qui circulent qui vont réparer chez nos clients les palettes. Et puis on propose, on a les cartonniers par exemple qui sont organisés, qui font des cycles internes de réemploi de leurs propres palettes en parc fermé et qui demandent à des prestataires comme Epalia d'arriver chez eux pour trier et réparer les palettes en retour pour qu'elles soient remises en stock. Donc nous, on a développé toute une prestation de service, ou comme la gestion de parc dont je parlais tout à l'heure, qui sont des prestations qui permettent de déployer au maximum ce réemploi. Pour conclure cet échange, qu'est-ce que vous, alors que ce soit sur la partie plastique ou sur la partie bois, vous attendez de l'éco-organisme ou de Citeo Pro demain quand on sera agréé? De nous accompagner dans plusieurs challenges. Déjà sur la partie émetteur et responsabilité de l'émetteur. Et puis sur cette partie financière, que les bonus, la notion de bonus par exemple, qu'on nous accompagne pour créer cette partie-là, pour la standardisation, la traçabilité aussi, nous accompagner pour améliorer cette partie-là. Donc, et puis nous aider sur cette partie, décret, qui n'est pas du tout de notre compétence. Les textes, on va avoir un décret, exactement. Un arrêté, un cahier des charges, voilà. C'est pas simple. Gauthier? Déjà, Citeo, quand on parle de Citeo, j'ai envie de dire, c'est pas méconnu quand même. il faut déjà se le dire. Après, ce qu'on attend, c'est clairement un accompagnement. Un accompagnement et aussi de mettre tout le monde autour de la table. Et quand on dit tout le monde autour de la table, c'est à la fois les industriels, mais on oublie aussi que les pouvoirs publics. On a besoin d'eux pour pousser, et on a besoin d'eux pour pousser éventuellement financièrement. Et c'est grâce à l'appui, en effet, même si ça peut prendre un petit peu de temps, de décrets et autres, qui vont faciliter. Parce qu'on a beau avoir toutes les actions possibles, inimaginables, et faire preuve d'optimisme, de motivation, il y a un moment, il faudra se dire combien ça coûte. Et là où aussi Citeo Pro a une réelle légitimité, c'est que vous accompagnez réellement l'ensemble industriel, mais aussi sur les différents matériaux. Parce que
il y aura de la place pour tout le monde. J'ai envie de dire. C'est tout l'intérêt de la table ronde aujourd'hui, c'était de dire qu'en fait, on sait qu'il y a un enjeu fort sur les plastiques. Néanmoins, il y a peut-être des sources d'inspiration à aller chercher dans d'autres matériaux. Le bois en fait partie, le carton aussi. Et donc du coup, finalement, c'est le fait d'avoir ce panel de matériaux, d'aller s'inspirer les uns les autres, qui fera du coup la force demain de cette filière REP chez Citeo Pro. Je termine. Merci pour ce partage. Restez là, on aura peut-être des questions. Je termine juste sur la dernière partie. Finalement, juste pour revenir un peu sur Citeo Pro, qu'est-ce que nous proposons. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, on est déjà éco-organisme puisqu'on est agréé sur l'emballage de la restauration. Cet emballage de la restauration, nous sommes agréés depuis mars 2024 et déjà opérant. 3 grands éléments. Le premier, comme l'a dit Gauthier, finalement, c'est notre capacité à les fédérer. Voilà, nous, on est dans cette capacité à aller fédérer les acteurs, les mettre autour de la table. Et c'est ce que nous faisons déjà depuis le début de l'année, puisque les textes ne sont pas sortis, mais on a réussi à fédérer une vingtaine de fédérations pour justement arriver à des harmonisations de positions communes et échanger et les faire monter en expertise aussi sur toutes ces problématiques liées à l'emballage professionnel. D'autre part, c'est toute une équipe. Citeo Pro, on est une quinzaine de personnes. D'ailleurs, ils sont dans la salle. Je les remercie. Nous sommes aujourd'hui sur des niveaux d'expertise différents, éco-conception, réemploi, chargé des opérations. Donc, c'est vraiment des expertises très ciblées. Et enfin, c'est un savoir-faire, pas une simple expérimentation, puisque nous gérons déjà à peu près 1000 clients, 100 000 tonnes d'emballage professionnel avec des outils dédiés et à peu près un montant de 5 millions d'euros de contribution. On a des méthodes développées déjà sur le réemploi qui fonctionnent. On a déjà développé des appels à projets. Pour ceux qui sont intéressés, nous avons Foucault qui pourra répondre à toutes vos questions, qui est présent aujourd'hui sur notre stand. Mais c'est aussi tous des outils qu'on a déjà mis en place côté Citeo et qu'on est dans capacité effectivement de proposer aussi pour la partie professionnelle. Enfin, c'est aussi 3 grandes convictions. La première, c'est l'efficience économique. Aujourd'hui, on veut que si vous payez une contribution, elle serve à la performance environnementale. Cette performance environnementale qui est clé dans les filières REP, pas que sur la partie recyclage, mais aussi sur la partie réemploi. Et enfin, c'est cette traçabilité. Aujourd'hui, pour piloter et de savoir où on doit gérer de l'impact, c'est important d'avoir cette fameuse big picture de quels sont les gisements finalement d'emballage que j'ai à date, où est-ce que j'ai de la performance à aller chercher, mais c'est également de la remontée d'informations sur ces objectifs de traçabilité, de réemploi et de recyclage. Je laisse la parole aux questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Merci pour votre attention. C'est que c'était très clair. C'est que c'était très clair. Puis il n'y arrive même pas une question. Pierre Imorand, donc Société Avec, on fait de la cellulose moulée. Nous, je forcément poser une question qui est dans le sens de transfert, mais vous avez abordé un petit peu le sujet de transfert tout à l'heure entre catégories plastique, carton, bois, etc. Et on voit effectivement que le bois et aussi le papier carton est beaucoup plus recyclé, même si je sais bien que le réemploi, ça reste un sujet. Est-ce qu'il est prévu des passages? Est-ce qu'il est prévu justement de favoriser certains passages pour aller plutôt vers les produits qui sont plus faciles à recycler ou plus faciles à réutiliser, à réemployer, ou pas? Alors, bonne question. Dans les emballages professionnels, a priori, chaque matériau contribuera pour son matériau. Après, ça se jouera au niveau de l'éco-conception. On sait aujourd'hui que toutes les résines plastiques ne sont pas recyclables, que certaines vont certainement disparaître. Voilà, donc peut-être qu'il y aura de la substitution. Voilà, mais aujourd'hui, n'ayant pas de visibilité sur toutes ce fameux gisement à la résine, c'est un peu notre travail d'aller recenser finalement l'ensemble de ces emballages professionnels au niveau France. Voilà, on y verra peut-être plus clair, je pense d'ici 2 ou 3 ans, pour avoir vraiment des datas très clean et de savoir évidemment où on va aller piloter l'impact et là où il y aura de la substitution à faire. Madame. Bonjour, Marie-Pierre Tessier, Torréfilm Europe. Par rapport aux importations, si on importe des matières premières par exemple, donc on est responsable des emballages de ces matières, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on
devra Alors, les déclarer. tout à l'heure, oui, bonne question. Tout à l'heure, on a parlé de produits emballés finis, l'importation de matières premières. Aujourd'hui, dans la PPWR, on est du coup sur ce qui va être potentiellement transformé. Donc en fait, aujourd'hui, ce que dit le législateur au niveau européen, c'est que du coup, ce serait l'exportateur qui en serait responsable et pas l'importateur. Voilà, donc concrètement, voilà, ça va être très compliqué à mettre en œuvre au niveau des éco-organismes. On est un peu dubitatif. Ça reste à voir, mais aujourd'hui, le texte, il est écrit dans ce sens-là. D'accord, merci. On a d'autres questions? N'hésitez pas. Eh ben, pas d'autres questions. Moi, merci Annabelle, merci Gauthier. Si certains d'entre vous veulent du coup qu'on échange, n'hésitez pas à me contacter. J'ai laissé mon adresse mail. Toute l'équipe Citeo Pro se trouve dans le hall 6, voilà, au stand D40. Donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre. On est très nombreux d'ailleurs aujourd'hui. Donc profitez-en. On pourra répondre à toutes vos questions de manière individuelle. Voilà, et n'hésitez pas aussi à aller sur notre page internet et inscrivez-vous à la newsletter, notamment parce que quand il y aura des informations clés sur la sortie des textes et quand nous serons agréés, eh ben, vous aurez les informations en premier. Très bonne journée à tous et très bon salon. Merci.